Bonjour à tous et toutes. Il y a sans doute d'autres personnes qui vont nous rejoindre dans les prochaines minutes, mais on se permet de commencer pour essayer d'être à l'heure et pas déborder. Merci beaucoup pour votre participation à cette conférence en ligne, donc organisée sur la thématique du leadership Lean. Je suis Sébastien, je représente la société Lean en ligne avec Damien. On est, nous, un jeune organisme de formation spécialisé en excellence opérationnelle et notamment plus spécifiquement en Lean Six Sigma. Et donc c'est Christophe que nous invitons aujourd'hui et qui en fait va assurer l'animation de la séance et qui est lui l'auteur du blog Le Lean Manufacturing, qui publie depuis de nombreuses années maintenant sur des thématiques qui nous préoccupent, à savoir le Lean, l'excellence opérationnelle, le management de la qualité au sens large du terme. Merci encore pour votre présence. Dans l'organisation, donc, normalement, on a 1 heure. Christophe va dérouler sa présentation sur à peu près 45 minutes. On consacrera un petit temps aux questions en fin de séance et j'assurerai une rapide conclusion. N'hésitez pas à utiliser le chat s'il y a des problèmes techniques, hein, si vous ne nous entendez pas, s'il y a des problèmes. Par ailleurs, on vous demandera de bien vouloir couper vos micros, parce qu'on risque d'être relativement nombreux, donc ça peut être vite perturbant pour le présentateur si les micros ne sont pas coupés. Et puis du coup de réserver vos questions pour la séance questions-réponses en fin du coup de présentation. Merci encore et puis du coup je laisse la parole à Christophe. Merci Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Alors, on va parler leadership et Lean aujourd'hui. Je vais vous montrer un peu de quoi il est question. Bon, déjà, je vais me présenter quand même pour être poli. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christophe Rousseau. Donc, je suis ingénieur physicien. J'ai plus de 25 années d'expérience dans le management opérationnel, dans l'industrie des hautes technologies et plus récemment au milieu hospitalier. Enfin, plus récemment, ça fait 7-8 ans que je travaille dans un grand hôpital universitaire en Suisse. J'ai eu la chance de travailler en France, aux États-Unis, au Canada, en Suisse, un petit peu en Asie aussi. Donc, je suis expert en ligne et en excellence opérationnelle. J'ai écrit quelques livres, je fais du coaching, je suis conférencier et puis je suis aussi membre de la Société suisse de promotion de la qualité, ce qu'on appelle la SAQ, pour la partie vaudoise, donc une sous-ensemble de la Romandie, et le FOREP, qui est le Forum Excellence et Performance qu'on organise tous les ans sur des sujets autour du Lean aussi. Bon, assez parlé de moi, on va entamer. Alors aujourd'hui, on va parler de leadership. On va d'abord faire un petit résumé, une introduction en ce qui concerne le Lean Manufacturing au sens large, juste pour resituer, un petit focus sur le leadership, et puis on verra le paradigme du leadership dans la démarche Lean, les 5 comportements types du leader et les composantes qui caractérisent un leadership Lean. Un petit résumé, puis j'espère à la fin, on aura un petit peu de temps pour les questions-réponses. Alors, le Lean, c'est quoi? Alors, le Lean, au sens large, ça repose sur l'élimination des gaspillages dans les processus. Donc, ça n'a pas pour objectif la réduction du nombre des employés. Ça, je sais que c'est un argument qui est souvent utilisé, particulièrement en France d'ailleurs, mais je l'ai entendu aussi un petit peu en Suisse. Donc, c'est pas du tout, ça n'a jamais été l'objectif de Toyota quand ils ont créé le Toyota Production System qui a inspiré le Lean Manufacturing. L'idée, c'est de réduire les gaspillages, mais de ne pas réduire la masse salariale. Le Lean vise à augmenter la capacité de production en réduisant les coûts et les temps de cycle. Et il s'appuie sur la compréhension des besoins de clients. Donc, un bon processus Lean, une bonne transformation Lean, ça apporte une réduction des stocks, une diminution des temps de production, une meilleure qualité, moins de dommages et d'obsolescence, une meilleure flexibilité au travers d'une organisation orientée processus. Alors, juste un petit rappel sur le principe du Lean. Donc, on a 5 grands principes. Tout d'abord, quantifier la valeur. La valeur, c'est ce qui est défini en relation avec le client. Ensuite, c'est identifier la chaîne de valeur. Donc, c'est mettre en évidence les énormes quantités de gaspillage. On verra ça par la suite. Les gaspillages, c'est très important. C'est créer un nouveau flux. Donc, réduire les gaspillages et réduire la taille des lots et des encours. C'est laisser le client tirer le produit au travers de la chaîne de valeur. Donc, ça revient à produire seulement ce que le client a commandé.
Et puis, rechercher la perfection, l'amélioration continue et l'élimination des gaspillages. Alors, on distingue, alors la valeur, comment on la caractérise? On distingue 4 types de tâches. Donc, on a ce qu'on appelle les tâches à valeur ajoutée, les tâches sans valeur ajoutée, ce qu'on appelle aussi les muda en japonais, les tâches nécessaires et les tâches superflues. Les tâches à valeur ajoutée, c'est une tâche qui apporte de la valeur à la forme ou à la fonction du produit ou du service, ou bien une activité pour laquelle le client est prêt à payer. Une tâche sans valeur ajoutée, ce qu'on appelle les gaspillages, c'est toute action qui prend du temps, qui consomme des ressources, qui occupe de l'espace, mais qui n'apporte pas de valeur au produit final. C'est ce qu'on appelle donc les muda en langage Lean. C'est un gaspillage. Après, on a les tâches qui sont nécessaires. C'est différentes tâches qui sont indispensables dans la chaîne de production ou de services, telles que des inspections, des analyses financières qui n'apportent pas de gains, mais qui sont quand même nécessaires. Et puis, on a tout ce qui est tâches superflues, qu'on va vouloir éliminer, c'est-à-dire des retouches, des manipulations supplémentaires, des pertes de temps liées à des recherches d'outils ou de machines, des réglages, des déplacements inutiles, des transports, etc. Bon, on va voir ça tout de suite. Après, si on regarde la chaîne de valeur, c'est l'ensemble de toutes les actions spécifiques requises pour amener un produit au travers des 3 étapes critiques dans la gestion de tout business, c'est-à-dire la résolution de problèmes, la gestion de l'information et la transformation physique ou le service. Résolution de problèmes, c'est dans la vente, dans la conception et l'engineering. La gestion de l'information, c'est au niveau de la logistique et des matières premières. Et la transformation physique, c'est tout ce qui tourne autour de la production, de la maintenance et de la qualité. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, les gaspillages. Ça, je pense que tout le monde connaît, mais c'est toujours un bon rappel. Je pense qu'on pourrait le rappeler tous les ans à l'ensemble des collaborateurs. Donc, Taiichi Ohno, le père fondateur du système de production Toyota et donc du Lean, il a défini 3 types de gaspillage, les muda, les muri et les mura. Les muda, ce sont les tâches dont on a parlé tout à l'heure, des tâches sans valeur ajoutée, mais qui sont acceptées. Les muri, ce sont les tâches qui sont excessives, qui sont difficiles, voire impossibles. Et les muras, c'est tout ce qui est irrégularité, fluctuation, donc tout ce qui est géré par la partie statistique quand on fait du SPC. Donc, un muda, si on prend la tâche sans valeur ajoutée, c'est une activité improductive qui n'apporte pas de valeur aux yeux du client. Mais tout le monde accepte et pratique cette activité sans la remettre en question. C'est le fameux « on a toujours fait comme ça ». Certaines sont obligatoires, d'autres pas. Par exemple, de l'archivage, des sauvegardes, ce sont des tâches sans valeur ajoutée qui sont obligatoires. Donc, au niveau du Lean, on suggère que pour créer efficacement de la valeur, c'est indispensable d'identifier les gaspillages et de les éliminer ou en tout cas de les réduire drastiquement. Alors, ces muda, on va regarder un peu plus dans le détail. C'est évidemment issu de l'industrie manufacturière, mais on peut tout à fait transposer dans les autres activités que sont les services, l'IT, la santé, la formation, la logistique, la finance. On va avoir quelques exemples tout de suite. Donc, les 8 types de gaspillage, vous les avez affichés ici. On a la surproduction. Donc, surproduction, ça veut dire qu'on produit plus que le besoin du client. On produit avant la commande et on réalise une tâche qui ne correspond à aucune demande, en fait, ni exigence client. C'est le pire des gaspillages parce que c'est lui qui va produire tous les autres, en fait. Par exemple, une taille de l'eau inadaptée, donc là, on est en production, c'est-à-dire produire trop de pièces qui vont finir au stock, voire à la poubelle parce qu'elles vont devenir obsolètes. C'est produire de la documentation ou du reporting qui ne sert à rien ou trop complet. C'est faire des doubles saisies d'indicateurs, ça c'est très connu. C'est développer un outil informatique qui est beaucoup trop complexe par rapport aux besoins. C'est préparer une formation qui est trop compliquée, trop longue par rapport à la population ciblée. Ou ce peut être aussi, dans le milieu médical, des médicaments qui sont vendus en boîte et non en quantité fixe, et non en quantité adaptée aux besoins. Le surstockage. Donc, surstockage, stock inutile, c'est tout ce qui n'est pas indispensable à la réalisation de la tâche au bon moment. Il est causé directement par la surproduction et c'est souvent lié à une mauvaise planification. Il peut être causé par des temps d'attente non maîtrisés, c'est du capital immobilisé, donc vraiment une perte sèche. Et en plus, il occulte et empêche la résolution de problèmes puisque trop de stock, on ne sait plus là où on a des soucis. Donc, par exemple, des stocks morts suite à des mauvaises prévisions de vente. Ça peut être des dossiers en attente, souvent à cause d'une organisation multitâche justement désorganisée.
des factures, des notes de frais qui sont en attente, des fonctionnalités informatiques qui ne sont pas finalisées ou buggées, impression de support de formation, donc les fameux polycopiés pour les plus anciens, ou en tout cas les photocopies euh, trop nombreuses par rapport au nombre de participants. Et puis dans les hôpitaux, ça peut être un stock de matériel médical qui est en surplus par peur de manque. Ça, je peux vous dire que ça existe. Après, le troisième gaspillage, c'est tout ce qu'on appelle défauts, les erreurs, les rebuts. Donc l'idée, là, c'est de faire bien du coup. Les défauts qui nécessitent une retouche ou un contrôle supplémentaire, une mise au rebut, une insatisfaction client, sont dans cette catégorie de gaspillage. On peut aussi ajouter tout ce qui est retour client, les pertes de temps, d'argent, le risque de ne pas pouvoir fournir un client. Donc, par exemple, des produits non conformes par rapport aux exigences du client, bon, voilà, que ce soit esthétique ou du point de vue de l'utilisation, ou des pannes. Des erreurs dans les saisies de données, des casses, des accidents, des bugs informatiques, des problèmes d'hygiène dans le domaine de la santé. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui concerne les défauts. Les transports ou les déplacements inutiles. Là, ça concerne tous les déplacements de matériaux, de pièces, de produits, de documents, d'informations qui n'apportent pas de valeur au client. Donc ça, c'est un gros consommateur de ressources et de temps. Ça implique des risques de dégradation pour des produits qui sont stockés inutilement. Par exemple, c'est faire des voyages à vide. C'est des stockages intermédiaires qui nécessitent plusieurs transports. C'est envoyer des emails à trop de personnes, alors que le sujet ne concerne que quelques personnes. C'est des chemins de signature de documents qui sont très, très compliqués. C'est des formations ou des réunions qui sont loin du lieu de travail des participants. Et c'est des déplacements de patients dans les hôpitaux, par exemple. Ensuite vient tout ce qui est traitement inutile ou surprocessing, des tâches, des étapes réalisées pour rien. Ça provient souvent de processus trop complexes par rapport au prix de vente, mais aussi par trop de qualité, trop de matière, trop d'informations. Un manque d'instructions, de spécifications claires et standardisées entraîne souvent des traitements inutiles. Donc, par exemple, c'est trop de contrôle dans le processus de fabrication, donc la surqualité. C'est utiliser 2 emballages au lieu d'un. C'est des rapports trop longs, trop complets, trop parfaits. C'est des réunions inutiles avec beaucoup de blabla. C'est des processus de validation nécessitant beaucoup trop de signatures. C'est des programmes informatiques qui sont trop longs et compliqués à utiliser. Et des tableaux de bord avec trop d'indicateurs. Voilà, quelques exemples qu'on peut tous connaître dans nos activités diverses. Ensuite viennent les mouvements inutiles, alors contrairement aux déplacements. Donc les mouvements, ce sont les déplacements des personnes physiques, ce ne sont pas des déplacements de matière. Donc des déplacements de personnes physiques qui sont inutiles et qui n'apportent pas de valeur au client non plus, qui sont causés par des problèmes d'ergonomie du poste de travail, un mauvais rangement, du désordre, de la désorganisation. Donc vous avez tous entendu parler du 5S, ça c'est typiquement ce que ça adresse. Par exemple, des caisses à outils qui ne sont pas complètes ou il manque des outils. Donc, du coup, le technicien de maintenance est obligé de faire plusieurs allers-retours pour pouvoir faire son travail. C'est les imprimantes ou les photocopieuses qui ne sont pas au bon endroit, qui vont générer des déplacements inutiles. C'est des répertoires informatiques qui sont mal organisés. C'est des besoins de se déplacer pour obtenir de l'information. Et dans les hôpitaux, par exemple, c'est des bureaux des infirmières qui sont trop excentrés. Enfin, arrive, on est presque au dernier, les temps d'attente. Donc, ce sont des produits ou des personnes qui doivent attendre entre deux tâches ou 2 étapes, ou un opérateur qui est inactif pendant que la machine fonctionne, et puis du coup, il ne fait rien, il attend. C'est des cadences de machines qui sont ralenties, c'est des temps de changement de série qui sont trop longs, des étapes qui ne sont pas synchronisées, des goulots d'étranglement, les fameux bottlenecks, qui sont tous des pertes de temps inestimables pour un service ou une entreprise. Donc, quelques exemples. L'opérateur, je l'ai dit tout à l'heure, l'opérateur inactif lors d'une panne machine, il n'est pas formé, donc il ne peut rien faire, il attend. Le temps requis pour refaire une pièce, pour recycler une pièce. L'envoi et la réception de courrier pour valider une décision. Des temps de calcul de traitement de calcul qui sont trop longs. Des personnes en retard à un rendez-vous, grand classique. Et des tâches administratives qui impactent la prise en charge des patients, par exemple, des malades. Et puis vient le dernier gaspillage, qui est probablement celui qui va plus nous concerner aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la sous-utilisation des compétences ou le manque de créativité. C'est lié au fait que les collaborateurs ne sont pas bien formés, on a un management qui est trop rigide et autoritaire, qui n'est pas motivant, on ne reconnaît pas le travail des gens, on ne les implique pas, et tout ça, ça entraîne
démotivation et surtout une sous-utilisation de compétences des personnes. Ce que je dis, c'est que ça nuit gravement à la créativité et à l'esprit d'équipe. Donc voilà, les 8 gaspillages. Donc on a vu les 7 premiers qui sont plutôt liés à des environnements, activités, services ou production, et puis le dernier qui est vraiment lié au management. Et donc on va s'attaquer à cette partie, le leadership. Alors qu'est-ce que c'est que le leadership? Alors quelques citations qui sont assez éloquentes. Le leadership et le management contribuent ensemble à élaborer et à exécuter la stratégie, mais c'est le leadership seul qui définit la vision et le cadre des grandes orientations de l'entreprise. Donc, le leadership, la vision, c'est vraiment la pierre angulaire du leadership. Les encouragements, j'en parlais tout à l'heure. Un leadership est une force qui encourage les participants d'un voyage à passer de l'état de passager à celui d'acteur d'une aventure. Cela, je la trouve assez intéressante. Le courage, c'est aussi une qualité importante pour un bon leader. Le leadership est une qualité humaine audacieuse qui entraîne autant qu'elle rassure. Le réalisme, la responsabilité incessante d'un leader, c'est de supprimer tous les détours, toutes les barrières pour s'assurer que la vision est claire, puis réelle. C'est bien d'avoir une vision, mais il faut la concrétiser. L'engagement, le leadership traduit la capacité d'un leader à obtenir de ses équipes une adhésion forte et durable à la réalisation d'un projet ambitieux. La détermination, le leadership, c'est à la fois être devant et aller de l'avant. Alors, on va voir les grandes différences entre leadership et management, parce qu'il ne faut pas confondre les deux. Les 3 composantes du management, c'est la planification et le budget. Ça implique la création de calendriers pour assumer ses engagements et le développement de plans d'action spécifiques. C'est aussi l'organisation et le recrutement, et c'est le contrôle des résolutions de problèmes. Contrôle des résolutions de problèmes, ça entraîne la surveillance des activités afin de mettre en évidence des déviations vis-à-vis d'un plan et implémenter les actions correctrices. Et puis, tout ce qui est organisation et recrutement, ça demande à ce que les managers structurent leur plan d'action en incluant des besoins en recrutement, la communication et la délégation des responsabilités. Donc, là, on a les 3 composantes du management qui sont à la base du leadership, mais ce n'est pas suffisant. Donc, les processus managériaux créent et maintiennent l'ordre et la prédictibilité au sein de l'organisation. OK ? Maintenant, on va voir les fonctions du leadership. Donc, on a aussi les 3 fonctions du leadership, c'est montrer la voie, c'est aligner les parties prenantes et inspirer et motiver. Donc, montrer et créer la voie, c'est créer une vision et une stratégie. On en a parlé tout à l'heure, la vision, c'est vraiment la pierre angulaire. Aligner les parties prenantes, ce qu'on appelle les stakeholders en anglais, c'est ce que le leader doit faire pour convaincre toutes les parties prenantes de la légitimité de sa vision et de la stratégie associée. Il faut bien la vendre à quelqu'un, sa vision, et le quelqu'un, c'est les parties prenantes. Donc, les parties prenantes, c'est évidemment la hiérarchie, c'est les collaborateurs, mais c'est aussi les fournisseurs et les clients. Et enfin, motiver et inspirer, le leader, il entraîne et motive tous les membres de l'organisation pour réaliser sa vision, quels que soient les obstacles. Donc, ces fonctions de leadership, elles peuvent produire des changements significatifs au sein de l'organisation, tout en aidant ses membres à s'acclimater à un nouvel environnement plus concurrentiel. Alors évidemment, on a une grande part de la gestion du changement dans tout ça, mais ce n'est pas le sujet du jour, pas complètement en tout cas. Alors le leadership, lui, il doit compléter le management, il ne doit pas le remplacer. Un leadership efficace, il produit des changements utiles par des décisions fondamentalement saines de la direction. Un leader est d'abord et avant tout un visionnaire, mais pas un magicien. Le leader est aussi un penseur stratégique qui est prêt à prendre des risques tout en motivant les gens, en répondant à leurs besoins fondamentaux par la responsabilisation. Ça, c'est super important. Le leader, il n'est juste pas là que pour remplir ses objectifs, il est là aussi pour accompagner ses collaborateurs. Puisque le changement est une fonction de leadership, être en mesure de générer une forte motivation est essentiel pour faire face aux changements et aux obstacles associés. Ça, c'est notre ami John P. Cotter qui a dit ça, et franchement, là, il a tout dit. Cela dit, regardons de plus près le paradigme du leadership lean. Pourquoi le leadership est-il un sujet si important lors d'un déploiement d'une transformation lean ou d'un
projet Lean? Parce que déjà, le Lean, ce n'est pas une chose qui s'invente. Il change notre façon de penser, de parler, de voir, d'agir et de réagir. Et on parlait de gestion du changement. Le changement est un véritable combat pour les collaborateurs et tout combat a besoin des leaders. C'est un peu fort les termes, mais on est quand même un peu là-dedans. On va regarder d'un peu plus près quelles sont les caractéristiques du leader Lean. Alors on en définit 10. Le leadership a pour but de causer des changements profonds et utiles. Comme ces changements nécessaires à notre mode de fonctionnement deviennent de plus en plus globaux, alors notre approche du leadership doit le devenir aussi. Donc on doit entre guillemets, c'est un peu la complexité du leader Lean, c'est il doit réunir un certain nombre de qualités. Donc d'excellentes compétences oratoires et écrites, une grande capacité d'écoute et d'empathie, une grande patience, l'attitude interactive et proactive, une passion pour les risques, un peu d'humour, de la compassion, de l'ouverture, la reconnaissance, la félicitation et les récompenses, et enfin un haut niveau d'énergie. Ça, j'ai déjà dit. Donc le leader, il doit être perçu comme un rôle modèle et démontrer une grande compréhension de l'environnement du business et des défis organisationnels grâce à ses connaissances. Il doit afficher une aptitude à la logique et le désir de remettre en question le statu quo ou la prétendue sagesse afin de rendre plus fluides et libres les prises de décision. Et enfin, un leader il doit posséder la capacité à être un agent de liaison, un facilitateur avec un large éventail de connaissances et d'informations associées à une confiance indéniable, du professionnalisme et une invitation ouverte à la dissidence. Donc, si on compare le leadership traditionnel, on va dire du passé, sans porter de jugement, mais voilà, au leadership Lean, donc le leader traditionnel, lui, il planifie, il définit les objectifs, il donne du feedback, il applique, il fait appliquer les règles, il contrôle la formation et il résout souvent les problèmes seul. C'est un expert technique. Moi, j'ai commencé comme ça. C'était mon premier job, c'était ça. Il distribue le travail, il évalue la performance. Un leader, selon la philosophie, entre guillemets, Lean, lui va définir la vision, il va décliner les objectifs de la vision, il va surveiller les indicateurs, il va exiger des équipes, il va demander à ce qu'on lui rende des comptes, il va informer, il va faciliter la résolution de problèmes, mais il ne va pas résoudre des problèmes seul. Il va être une ressource technique, il va participer au groupe de travail, il va évaluer la charge et évaluer la performance vis-à-vis des objectifs collectifs. Donc, 3 caractéristiques du leader Lean. Les leaders doivent définir la vision de l'organisation d'une manière à mettre en avant les valeurs de leur groupe. Ils doivent soutenir les efforts des collaborateurs pour atteindre la vision partagée en pratiquant le coaching, la régulation, le feedback, et être exemplaire, le rôle modèle. Alors ça, j'insiste, parce que vraiment, l'exemplarité du leader ou du manager, peu importe comment on l'appelle, essentiel. On ne peut pas être crédible si on n'est pas exemplaire. Et à tous les niveaux. Et enfin, les leaders doivent reconnaître et récompenser les réussites. Ça aussi, c'est évidemment très important. La responsabilisation. Un véritable leader, Lean peut se détacher de l'équipe pour laisser les membres s'épanouir dans la responsabilisation en exerçant des activités telles que la revue des pairs, des récompenses et le recrutement. La délégation. Les leaders Lean délèguent les responsabilités et coachent leurs collaborateurs de façon à nourrir leur croissance, à les faire grandir, à tirer le meilleur d'eux-mêmes. Et enfin, l'inspiration. Ils inspirent et soutiennent les équipes dans l'atteinte des objectifs. Pour qu'une organisation crée suffisamment de leaders et une réserve interne de futurs leaders, elle doit attirer suffisamment de personnes qui ont le potentiel et le désir de devenir des leaders au travers d'un processus de recrutement adapté, la création de formations internes et dédiées au leadership, des rôles modèles et des mentors, et une utilisation des universités ou des écoles d'ingénieurs à proximité.
La clé du succès des organisations en mode leadership lean est la création et le maintien d'une culture d'entreprise adéquate. On va regarder maintenant les 5 comportements du leader lean. Alors, donc on a 5 comportements qui sont primordiaux pour être un bon leader. Être un éducateur, éliminer la peur et le confort, se montrer participatif et non directif, déployer le lean par la pratique personnelle, donc je parlais d'exemplarité tout à l'heure, et créer de la tension positive, pas du stress. On va regarder dans le détail un peu tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être un éducateur? Dans une organisation lean, la formation, c'est critique et primordial. Elle est sous la responsabilité, la plupart du temps, du management direct. Le lean est basé sur la façon de penser des collaborateurs. Ce mode de pensée doit être partagé par tous. Les managers et les collaborateurs ont besoin d'une philosophie commune, des idées et des principes communs. Les leaders doivent prendre leurs responsabilités dans la communication en combinant expérience vécue et coaching direct. Ils peuvent mettre en situation les collaborateurs et s'attendre à ce qu'ils ils ne peuvent pas mettre les collaborateurs en situation et s'attendre à ce que les collaborateurs réagissent de manière instinctive sans avoir appris à bien se comporter. Le principe d'une organisation doit guider les membres et les aider à prendre les bonnes décisions. Donc, être un éducateur est une des premières qualités, comportement qu'on attend. Alors, éliminer la peur et le confort, qu'est-ce que ça veut dire? La culture lean, ça demande des actions, des expériences et une nouvelle façon de penser. Et ça implique donc des risques. Beaucoup d'organisations n'aiment pas prendre des risques, surtout en interne. Donc les leaders lean ont besoin de rassurer, ils ont besoin d'éliminer la peur de l'innovation et le confort du statu quo. Hein, on est vraiment dans la gestion du changement. L'apprentissage se fait lorsque les employés quittent leur zone de confort, qui représente un refuge pour des changements qu'ils pensent être hors de leur contrôle. Un leader lean doit éliminer cette zone de confort et orienter les collaborateurs vers une zone d'apprentissage en changeant les règles et les conditions de leur mode de travail. Ça ne veut pas dire chaos et changement désorganisé. Sortir de sa zone de confort, ça doit mener vers un but de manière continue et dans plusieurs directions en se basant sur des objectifs et des mécanismes clairs. Il n'est pas question de se fixer des objectifs plus élevés, mais d'exiger des individus et des organisations d'expérimenter délibérément. Donc, un leader lean doit éliminer la peur. Lorsque les employés sortent trop loin de leur zone de confort, ils entrent dans ce qu'on appelle des zones de peur. Pour éliminer ces zones de peur, les leaders lean doivent assurer la sécurité sous toutes ses formes, physique, émotionnelle et professionnelle. Bon, physique, tout le monde comprend ce que c'est. Émotionnel, c'est éliminer les critiques lorsque les employés s'expriment. Et professionnel, c'est discipliner les erreurs récurrentes, mais c'est récompenser ceux qui prennent des risques. Et le leader lean doit donc être un modèle exemplaire dans son propre comportement. Beaucoup de leaders se comportent comme des connaisseurs au lieu des apprenants, créer la fausse impression qu'ils savent tout. Le connaisseur, il cache les trous dans ses connaissances, il estime ce qu'il estime être une faiblesse en fait. Les collaborateurs ont plus de respect pour les leaders intègres qui connaissent leurs limites et qui acceptent de se montrer vulnérables. Les apprenants, eux, ils reconnaissent leur échec et apprennent de leurs erreurs sans se cacher. Donc, créer de la tension constructive ne se fait pas en un jour ni sur un événement global de l'organisation. C'est un comportement journalier basé sur le dialogue, le coaching, sur des actes et pas des paroles en l'air. Se montrer participatif et non directif. Le plus grand mensonge dans la gestion du changement, c'est le mythe du convaincre ou du faire adhérer. Convaincre ou être à l'origine d'une initiative est différent que d'y faire face. Un élément majeur du lean manufacturing est la production tirée, pas la production poussée au travers des processus. Quand un leader pousse, les gens ne savent pas qu'ils sont poussés vers quelque chose de mieux ou vers une abysse. Le management par l'adhésion doit se transformer en un engagement de la direction. Sinon, l'organisation n'atteindra jamais son plein potentiel. L'engagement, c'est une participation active, c'est-à-dire que les leaders doivent s'engager à une participation active et ne pas seulement proclamer l'importance du lean, ils doivent le pratiquer. Les employés copient les priorités des leaders. Quand les leaders participent activement à la chasse au gaspillage, aux résolutions de problèmes, les employés comprennent le statut prioritaire des chantiers lean. Le coaching implique de s'engager aux côtés de ses collaborateurs, de les encourager et de les soutenir. Les leaders comprennent mieux comment le lean est pratiqué en participant aux actions.
C'est le propre du Gemba qu'on verra un petit peu plus tard. Déployer le lean par la pratique personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Les leaders, il y a des leaders qui pensent en quelque chose qui s'applique seulement aux autres, les leaders, excusez-moi, les leaders qui pensent que la pratique ne s'applique pas à eux-mêmes, en fait, ils se plantent à tous les coups. Ils devraient regarder leur propre façon de pratiquer le lean en commençant par leurs propres standards. On doit toujours travailler, faire un premier travail sur soi, sur son activité, sur notre exemplarité. Le leader doit développer des processus clairs et structurés pour certaines activités, créer des flux organisés de gestion du temps et devenir beaucoup plus prévisible. Il n'y a rien de pire qu'un leader qui on ne sait jamais s'il est là, pas là, et comment il va réagir à une problématique. Donc, standardiser, ce n'est pas un acte statique, mais c'est dynamique, varie en fonction des conditions, des besoins et des améliorations. Le leader lean devrait s'appuyer sur la standardisation pour la formation et prendre des décisions, résoudre des problèmes et livrer des améliorations dans un sens d'accomplissement délibéré. Et enfin, le leader doit créer de la tension positive, pas du stress. Qu'est-ce que ça veut dire, créer de la tension positive? En fait, le leader lean, au sens lean, doit être une source d'énergie qui empêche l'organisation de générer du stress plutôt que de la tension positive. Les employés ressentent le stress quand les objectifs ne sont pas atteignables ou irréalistes et que la vision future est floue. La tension positive se fait sentir lorsque les employés se rendent compte de l'écart entre la réalité et l'état idéal, mais ils peuvent voir clairement le chemin pour y parvenir et les ressources qui vont avec et le soutien du leader. Donc, pousser de manière improductive, ça génère du stress. Pousser de manière productive amène de la tension positive. Donc, c'est vraiment la frontière, des fois, elle n'est pas toujours aussi facile. Hein. Donc, les 3 éléments qui transforment le stress en tension positive, c'est une vision de l'état idéal, savoir où on va, une compréhension claire et un rejet fort de la réalité actuelle. Donc, voilà où on en est en ce moment, il faut qu'on change. Et les bonnes compétences, la capacité, l'envie, les actions pour réduire l'écart entre les deux, hein, entre l'état actuel et l'état futur. Et un bon leader doit amener ces 3 éléments, sinon il y aura de la tension, les gens vont être inquiets et il n'y a rien de pire. Les états idéaux, hein, l'objectif, la vision idéale, ne reposent pas sur des documents, mais sur des dialogues continuels qui prennent place lorsque les leaders enseignent, coachent et encouragent leurs collaborateurs chaque jour. Le déploiement en ligne doit inclure une vision claire de l'état actuel, ainsi que l'état idéal vers lequel ils veulent aller. Les collaborateurs doivent comprendre leurs parties prenantes, leur implication dans leur plan global, quel rôle ils jouent dans tout ça, ainsi que leur importance dans la réussite à moyen terme. Il n'y a rien de mieux pour motiver les gens que de leur expliquer. Voilà vers où on va, voilà où on est, et voilà comment toi, tu peux participer et apporter ta pierre. Le leader lean doit tirer les gens vers le haut et fournir des moyens de franchir ce gouffre, cet écart qui peut être vécu comme un gouffre. Personne ne sautera dans le vide tout seul. Alors maintenant, on va voir les composantes du leadership lean. Donc, culture lean, structure organisationnelle, travail standardisé, responsabilité et indicateurs visuels. J'en ai parlé tout à l'heure, la marche Gemba, Oshin Kenri et le leader serviteur. Donc là, sur cette slide, on a résumé l'ensemble des composantes de leadership lean. On va commencer par la culture lean. La culture lean se base sur la compréhension de la valeur selon les clients et la concentration des processus clés pour continuellement, je vais y arriver, améliorer cette valeur. Le but ultime, c'est de fournir une valeur parfaite aux clients au travers de processus parfaits de création de valeur sans aucun gaspillage. Bon, on sait qu'on ne vit pas dans un monde parfait, mais c'est au moins, on a un objectif idéal. La pensée lean modifie le focus du management qui passe de l'optimisation séparée des technologies, des biens, des organisations verticales vers l'organisation des flux de production ou des services au travers de la chaîne de valeur intégrale, avec un flux horizontal partant des technologies, des biens matériels et des départements jusqu'aux clients. En résumé, la culture lean, c'est découvrir le potentiel caché de votre organisation pour avoir un impact positif.
sur le résultat financier et sur l'environnement social. J'insiste, les deux sont toujours importants. Et il n'y en a pas un plus important que l'autre. Un changement culturel, la culture Lean, c'est un changement culturel bien plus que des techniques. Hein. Ce n'est pas juste des outils. L'idée, c'est d'augmenter les résultats financiers en réduisant les coûts et en augmentant l'efficacité. Donc, d'améliorer vos affaires, votre business, de devenir plus compétitif et durable. En pratique, on utilise quoi? Des groupes de travail où on implique les collaborateurs, les clients, le management. C'est de former les collaborateurs au Lean, des initiations Lean pour les cadres et puis pour les collaborateurs et les managers de terrain. C'est la sensibilisation au gaspillage de l'ensemble du personnel. C'est la culture du changement, ce qu'on appelle le Kaizen, donc c'est l'amélioration continue. Et ça peut être la restructuration de votre service. La structure organisationnelle Lean, c'est la seule structure qui apporte tous les meilleures idées et les meilleurs efforts pour soutenir durablement la croissance des résultats financiers. Donc, ce sont des équipes autonomes. Une structure efficace organisée en équipes de travail autonomes intégrant des équipes, procédés et produits. Une équipe dédiée pour chaque famille de produits, incluant des experts en marketing, en conception, des achats, des outils de production, du génie industriel, etc., de l'assurance qualité, des fournisseurs et éventuellement des clients dans un monde parfait. Les équipes de travail sont concentrées horizontalement sur des ensembles d'activités liées tout au long de la chaîne de valeur. Donc, cette organisation-là facilite les efforts pour réduire les gaspillages grâce aux initiatives d'amélioration continue. Les équipes de travail peuvent exécuter de nombreuses tâches indirectes associées à la gestion quotidienne de leur travail. L'aménagement, par exemple, l'aménagement des postes de travail, tout ce qui est assurance qualité, la maintenance et l'entretien, le réglage, le changement de série, le rééquilibrage de la charge et l'amélioration continue. Alors ça, ce n'est pas juste du blabla. Hein. Moi, c'est des choses que j'ai vécues typiquement dans l'industrie du semi-conducteur, où on avait des équipes de production qui comprenaient des opérateurs formés à la maintenance de premier niveau, des techniciens de support process, des techniciens de support maintenance, des opérateurs spécialisés dans la formation. On avait vraiment des structures où les équipes avaient une très large autonomie pour pouvoir gérer leur quotidien. Donc, une structure organisationnelle Lean, c'est identifier les tâches à optimiser et à synchroniser, c'est mesurer la performance au niveau de la chaîne de valeur. Toute autre mesure ne sert à rien. C'est la seule structure qui apporte toutes les meilleures idées et les meilleurs efforts pour soutenir durablement la croissance des résultats financiers. Donc, en pratique, on crée des filières évolutives avec des passerelles techniques et managériales. C'est-à-dire qu'on peut très bien être embauché dans une usine en tant qu'opérateur. Et puis, 10 ans après, on est chef d'équipe. Ça existait par le passé, hein, ça existe de moins en moins, mais là, c'est quand même important. Mettre en place des responsables métiers, mettre en place des équipes autonomes de production et des chefs d'équipe, mettre en place des référents par métier. Formation, maintenance, support process, qualité, et puis mettre en place des spécialistes. Ça veut dire réécrire les cahiers des charges des personnes. Alors, le travail standardisé pour le leader, c'est la liste des tâches usuelles pour soutenir le système de lean management. Donc, c'est tout ce qui est audit, meeting, journalier, hebdomadaire, les projets d'amélioration continue. Les listes des tâches usuelles doivent être faites pour soutenir le système de lean management. Les tâches sont typiquement des audits et des meetings et des projets d'amélioration continue. Ces tâches sont, concentrées sur le processus de production. Elles impliquent la vérification régulière des indicateurs visuels. Elles doivent aussi être améliorées continuellement. Je parle des tâches. Rien n'est statique dans le Lean. La fréquence de réalisation de ces tâches, elle doit être spécifiée. Est-ce que c'est tous les jours, toutes les semaines, tous les mois? Pour que les collaborateurs ne soient pas surpris. Donc, standardiser le travail du leader, c'est là où on va enlever la peur des collaborateurs. Le travail standardisé du leader est un système de gestion de la performance visuelle, journalier. En résumé, le leader Lean vérifie parce que c'est important pour lui. Chaque niveau de tâche standardisé a des zones de recouvrement pour assurer le lien. Le leader doit s'assurer de la logique et de l'utilité de ces redondances. Le leader Lean apprend par la pratique. Le faire est plus important que le savoir.
L'apprentissage vient avec les actes en suivant des principes de travail standardisés. Le leader lean améliore les standards. Il ne le fait pas seul, il le fait en groupe. Les tâches standardisées du leader doivent évoluer dans les changements de processus et l'apprentissage des collaborateurs. Donc c'est important de regarder et éventuellement de se faire aider, de regarder notre travail de tous les jours et de se poser les questions de la récurrence, des choses qu'on fait de manière récurrente, et du coup de les enregistrer et de les spécifier. En fait, il faut s'organiser de sorte à ce qu'on ne soit pas irremplaçable. Je sais que ça, c'est difficile pour les managers et les leaders, mais l'idée, c'est que vous pouvez partir du jour au lendemain, qu'il y a quelqu'un qui prend votre place, et il est très vite formé parce que le travail est standardisé. En tout cas, les 80%, les 80%. Alors, on va rentrer dans le détail du leader-serviteur, qui est un concept extrêmement important. Le leader-serviteur est au service des collaborateurs qu'il dirige, ce qui implique qu'ils sont eux-mêmes une fin plutôt qu'un moyen dans un but organisationnel et financier. J'insiste sur ce point. C'est là, en introduction, je disais, le lean manufacturing n'a pas pour objectif de réduire la masse salariale ou le nombre d'employés. Bien au contraire. Son objectif, c'est de les faire grandir. D'accord ? Donc, les collaborateurs sont eux-mêmes une fin. C'est leur accroissement, l'accroissement de leur efficience, de leur efficacité, de leurs compétences, mais aussi de leur bien-être au travail, finalement. Avoir conscience de ses propres forces et faiblesses. Les 10 caractéristiques du leader lean sont les suivantes, l'écoute, l'empathie, le soin des relations, la sensibilisation, la persuasion, la conceptualisation, la prévoyance, la gérance, l'engagement envers le développement des personnes et l'engagement envers le développement de la communauté. Donc, on va regarder un petit peu en détail ce que sont ces 10 caractéristiques du leader lean, parce que c'est le point central. Je vérifie juste au niveau du temps où j'en suis. Hop. Ouais, évidemment, je vais déborder comme d'habitude. Donc, l'écoute, les leaders sont avant tout de bons communicants et de bons décideurs et doivent être à l'écoute attentive de leurs collaborateurs. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc, le leader-serviteur s'épanouit grâce à l'écoute associée à une période régulière de réflexion. L'empathie. Donc, le leader-serviteur, il sait comprendre et a un sentiment d'empathie pour les autres. Donc, il est capable de se mettre à leur place et de les accompagner. Ça ne veut pas dire qu'on va accepter toutes les demandes et qu'on va faire preuve de faiblesse. Ce n'est pas ça du tout. C'est juste être capable de comprendre la problématique des collaborateurs. La guérison, c'est un grand mot. Le leader-serviteur a un pouvoir apaisant, c'est-à-dire presque curatif sur lui-même et sur son entourage. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne va pas générer de conflits, bien au contraire, il va calmer les gens. La conscience, le leader-serviteur a une grande conscience de soi, ce qui lui permet de comprendre les aspects reliés à l'éthique et aux valeurs. Cette conscience lui permet d'appréhender une situation sur une approche plus intégrée et globale. La persuasion, donc le leader-serviteur préfère convaincre plutôt que de donner des ordres. Il sait être persuasif plutôt qu'autoritaire dans la prise de décision. Les fameuses phrases « c'est comme ça et pas autrement » ou « c'est un ordre », ça n'existe pas. Ça ne devrait plus exister à notre époque. C'est une qualité, cette qualité est l'une des distinctions les plus claires entre le modèle directif traditionnel et celui du leadership serviteur. Je rappelle juste que le modèle du leadership serviteur, ce n'est pas nouveau, ça date des années 50. La conceptualisation, donc un bon leader serviteur recherche en permanence à rêver de grands rêves. Il aime bien imaginer, il aime bien prévoir. Donc il sait regarder un problème, voire une organisation de manière conceptuelle, abstraite, pour pouvoir mettre en place une vision. La prévoyance, le leader sait tirer les leçons du passé, comprend la réalité du présent et peut appréhender les conséquences d'une décision dans le futur. Donc, tirer les leçons du passé, très important. La gérance, le leader-serviteur a la charge de gérer toutes les ressources à sa disposition, aussi bien les personnes que les équipements et les processus. L'engagement vers le développement des personnes, donc il est convaincu que les gens ont une valeur intrinsèque dépassant leur contribution en tant qu'employé. Par conséquent, il est profondément engagé dans la croissance de chaque individu au sein de son organisation.
et l'engagement envers le développement de la communauté. Il cherche à construire, ce fameux leader, une communauté entre les collaborateurs et ses clients. Donc en résumé, le leader serviteur est une métaphore, un modèle puissant pour les managers et les leaders actuels. Les clients et les équipes veulent un leader qui écoute et responsabilise plutôt qu'un chef dominateur qui leur dit quoi faire. Le pouvoir du leader-serviteur réside dans sa capacité à vous inspirer, à être plus collectivement que la somme des individualités. Le vrai leadership devrait nous amener à servir un but plus élevé, quelque chose au-delà de nous-mêmes. C'est un des aspects les plus importants du leadership et aide les organisations et les membres à identifier leur utilité et leurs raisons supérieures. Je vais rattraper un peu le temps perdu. Responsabilité, indicateur visuel, on a trois domaines, trois concepts importants. La responsabilité journalière. Donc l'idée, c'est que c'est tous les jours, de manière récurrente et organisée, on a des sessions, des revues courtes d'équipe pour voir ce qu'on a fait la veille, pour voir les objectifs du jour, pour voir les difficultés, réduire les écarts, et tout ça de manière visuelle à l'aide d'indicateurs. Et ce sont des séances qui sont très rapides, souvent elles se font debout, et très efficaces. Les indicateurs visuels, bon, bah, voilà, tout le monde sait ce que c'est. Ça permet de détecter en temps réel des anormalités, des problèmes, des écarts par rapport à un objectif. Je ne peux pas trop insister là-dessus. On peut mettre en place tous les indicateurs possibles et imaginables. Hein. L'absentéisme, le niveau de formation, le taux la qualité, la production horaire, des tâches standardisées, les idées d'amélioration, la résolution de problèmes. Tout est possible. Hein. Taux de déchets, pas de machine, etc. Kamishibai, ça c'est moins connu, c'est un simple système de fiches utilisé pour contrôler les items critiques sur le terrain. Kamishibai, c'est un terme japonais qui signifie théâtre de papier. Donc c'est une carte avec une image d'un côté et un texte de l'autre. En général, on met une image, on met une carte bleu-vert et puis avec un sujet. C'est des contrôles qui sont liés aux standards de sécurité. Donc on va vérifier si les standards de sécurité sont appliqués, on va faire des petits audits. Puis on va afficher sur ces tableaux l'état de ces audits. Donc ça peut être fait journalièrement. Chez Toyota, typiquement, une usine peut avoir plus de 100 tableaux chez Kamishibai sur l'ensemble du site. Donc l'idée, c'est d'exécuter fidèlement des audits, parce que c'est aussi important de montrer qu'on fait des audits de manière régulière que le résultat, finalement. Prendre des mesures immédiates aussi, quand on peut le faire sur le terrain. Et puis, la fréquence et l'achèvement de l'état des contrôles devraient être affichés aussi visuellement. Voilà, petit système pratique qui ne coûte pas cher, des fiches papier ou des fiches carton. La responsabilité journalière, ben, c'est du PDCA. Hein. Amélioration continue, on planifie les tâches sont exécutées, on vérifie, et puis on corrige ou on ajuste le standard. Je ne vais pas rentrer dans le détail du PDCA. Si éventuellement vous avez besoin, il y a des vidéos sur YouTube qui existent. Moi-même, j'en ai fait quelques-unes sur ma chaîne. La marche Gemba. Alors, Gemba, c'est un terme japonais qui veut dire là où se trouve la réalité. Donc, c'est donc l'endroit où la valeur ajoutée est créée, où les problèmes paraissent et où les solutions et les meilleures idées d'amélioration sont trouvées. La marche Gemba, c'est une activité des managers, des leaders, qui consiste à aller sur le terrain pour rechercher les gaspillages et les opportunités d'amélioration. C'est un bon moyen pour communiquer avec les collaborateurs aussi. La marche Gemba, alors des fois je mets le M, des fois je mets le N, c'est pas très grave. Le vrai terme, c'est Genba, hein, c'est avec un N, mais en Europe, on a mis le M. C'est une méthode d'apprentissage type Sensei, hein, et c'est un modèle qui va vous aider à établir graduellement une nouvelle façon de voir et de penser. Alors ça, c'est vraiment le basique du basique pour tous les leaders et les collaborateurs et les managers. On ne règle pas des problèmes dans les bureaux. Jamais. Enfin, sauf si on travaille dans des services et qu'on n'a qu'une activité bureautique, mais l'activité de terrain, elle se règle sur le terrain. Donc, il faut aller voir sur le terrain, il faut aller voir les gens, il faut discuter avec eux. Et puis, les problèmes sont souvent réglés par les gens qui sont sur le terrain et non pas par les gens qui sont dans les bureaux. Donc, le Gemba, c'est un vrai concept fondateur du leadership lean, vraiment primordial. J'ai bientôt fini, j'ai encore un concept à vous montrer, c'est le Oshinkanri. Donc, policy de déploiement des objectifs, voilà, c'est une méthode de leadership extrêmement important. Ça symbolise, le Hashinkanri en japonais, c'est la boussole qui dirige les unités vers un but commun. Voilà.
Donc, c'est une méthode de management, de planification, pardon, qui fournit une opportunité d'améliorer les performances globales de manière continue en déployant la vision, les objectifs, les plans d'action de la direction jusqu'aux employés. Et souvent, on utilise un même affichage. Donc, le management crée son tableau de déploiement de sa vision qui va déployer au niveau des départements, des services et des ateliers. Et qui sont tous reliés les uns aux autres, évidemment. Les 3 points clés du Hoshin, pardon. L'intégration verticale, donc ce que je disais, des objectifs acquis, clairs et communs, du haut en bas et du bas vers le haut. Une coordination horizontale, c'est-à-dire qu'on utilise des groupes de travail interdisciplinaires, et l'optimisation des unités. Chaque unité progresse vers la vision. L'Hoshin est un outil qui combine communication, planification et contrôle. Elle passe par la revue planifiée de chaque plan d'action, des indicateurs mesurés versus l'objectif, à tous les niveaux, ainsi qu'au niveau du plan global, qui est revu chaque année. Donc, implémenter le Hoshin permet à une organisation de créer une haute culture de la performance et de mesurer les progrès des changements culturels vers l'excellence opérationnelle. Donc, vraiment, outil très efficace, très important. Moi, je l'ai pratiqué depuis 20 ans. C'est... Voilà. Toute organisation doit utiliser quelque chose. D'ailleurs, la nouvelle norme ISO 9000, la norme de l'assurance qualité, a intégré, elle ne l'appelle pas Hoshinkanri, mais elle a intégré les principes du Hoshinkanri dedans. Voilà, on arrive au bout. En résumé, le leader est un professeur exemplaire. Pour enseigner, un leader doit apprendre, et apprendre le lean est plus qu'un exercice cérébral. Le leader devient donc un professeur efficace en appliquant le lean partout. Le leadership, ce n'est pas juste un travail, c'est un vrai sacerdoce, vraiment. Et les leaders lean doivent apprendre à enseigner et à générer de la tension positive pour éliminer la peur et le confort. Ils doivent participer activement à la transformation de l'entreprise et appliquer des préceptes lean dans leur propre travail. D'accord ? L'exemplarité, je rappelle. C'est un agent du changement. En combinant toutes les composantes du leadership lean, le leader bénéficie d'une expertise riche, lui permettant de promouvoir et de protéger son organisation. Le leadership repose sur le changement, alors que le management repose sur la durabilité. Pour que les organisations restent compétitives dans les marchés actuels, ils ont besoin de leaders talentueux et remarquables, ça je ne vous apprends rien. Les leaders peuvent promouvoir et soutenir une culture conduisant à l'atteinte d'une vision partagée tout en créant de la valeur, en maximisant la satisfaction du client. Ne vous inquiétez pas, pas de panique. Cette présentation, je vais vous donner l'accès après. Vous pourrez la télécharger parce qu'il y a beaucoup de concepts là qui ont été exposés en peu de temps. Donc, ça vous permettra de pouvoir revoir ça tranquillement chez vous. Alors, je vous remercie. Donc, si jamais vous voulez me contacter, il y a plein de façons de faire. Je suis sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, j'ai le blog, la chaîne. Tout est écrit là, donc ça, vous pourrez le revoir après. Et juste pour finir, avant de repasser la parole à nos hôtes, si jamais, 2 cadeaux. Alors, le premier, c'est ce que je vous disais, vous pouvez télécharger la présentation PowerPoint, hein, donc elle est éditable. Vous avez l'autorisation de la télécharger et de l'utiliser à votre bon gré. Donc, en utilisant ce lien-là, bit.ly/leaderleanpptx. Donc, vous arrivez sur la boutique du Lean, hein, qui est la boutique que je gère. Et la présentation sera à 0, vous verrez, elle sera à 0 €. Donc vous pourrez vous la télécharger gratuitement. Et puis aussi, vous avez accès à une remise sur l'ensemble des formations du site Lean en ligne, qui est très riche. Une remise exceptionnelle de 10% en passant par le lien. Donc voilà, je vais toucher une commission, je suis très honnête avec vous, sur cette transaction. Mais si vous êtes intéressé pour vous faire certifier en Lean Six Sigma, vous pouvez passer par ce lien bit.ly/lean en ligne. Vous arrivez sur le site Lean en ligne et puis là, vous pourrez vous inscrire et vous aurez une réduction immédiate de 10%, quelle que soit la formation que vous choisirez. Voilà, je vous remercie. On va passer, je suis un petit peu à la bourre, mais ce n'est pas grave. On va éventuellement passer aux questions s'il y en a. Donc, oui, je Christophe, laisse ce la que parole. je te propose peut-être, c'est il y a 2 questions qui ont été posées. Alors, plutôt, je dirais une remarque puis une question qui ont été posées au travers du chat. Donc, si les personnes qui les ont posées, donc c'était Moïse et Thierry, souhaitent intervenir, qu'ils n'hésitent pas à le faire. Sinon, je lirai les remarques s'ils ne souhaitent pas intervenir, mais ça serait intéressant peut-être qu'ils le fassent. Attends, je
Et s'ils veulent intervenir, il faut bien qu'ils pensent à réactiver leur micro, par Ouais, contre. c'est ça, ouais. Moïse, si vous souhaitez intervenir sur la question du leader et du manager, notamment, une question qui était intéressante. Oui, euh, bonjour, merci pour la présentation. Donc, je suis Moïse Boli de la Tunisie. Donc, je pose une petite question. Donc, est-ce que le leader peut remplacer le manager? Et si oui, donc pourquoi on ne travaille pas sur le leader dans l'entreprise, c'est-à-dire l'intelligence collective? Pour l'intelligence collective, chacun de nous peut être un leader. Oui, alors c'est vrai qu'il y a, je ne l'ai pas trop abordé là dans la présentation. Le, Merci. merci pour votre question. Oui, le leader n'est pas forcément un manager, hein. Attention, on a les leaders naturels, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dans l'équipe va être écouté, va être suivi pour X raisons parce que c'est un expert, etc. C'est pas forcément un manager. Et puis après, on a le leader manager. Et moi, il est évident que le manager, c'est pas que le leader doit remplacer le manager, c'est que le manager doit devenir un leader. C'est pour ça que dans cette présentation-là, je présente un peu les différentes caractéristiques, les valeurs, les qualités sur lesquelles on doit travailler. Donc, il faut identifier celles qu'on a, celles qu'on n'a pas ou peu, et puis il faut travailler dessus pour aller dans ce sens-là. C'est un travail d'une vie, hein, on ne devient pas un leader idéal comme ça du jour au lendemain. Donc à la façon du Lean, finalement, c'est un objectif qu'on peut se fixer dans sa carrière professionnelle, c'est de se développer en suivant ces concepts qui sont, comme je disais, pas tout jeunes, mais qui restent toujours à la mode. Typiquement, l'intelligence collective, voilà, c'est dans la continuité. Alors, on sort du Lean, c'est même un peu plus intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce concept. Euh, donc, oui, il y a vraiment deux types de leaders. Là, on a parlé beaucoup des leaders et managers, du leader responsable hiérarchique. On a aussi le leader qui n'est pas responsable hiérarchique, qui peut avoir ses qualités et qui n'a juste pas envie d'avoir des responsabilités managériales, hein, ça existe, mais qui va être très utile aussi dans une équipe. Parce que il y a un concept japonais, Hansho, donc veut dire team leader. Team leader, donc euh, c'est-à-dire le management du capital humain. On Oui, utilise le management du capital humain, on rentre chacun, qui est responsable entre 6 et 8 collaborateurs. On le rend un team leader pour travailler de façon participative. Donc, ce leader doit être à 100% responsable de son équipe au point de vue qualité, coût et délai. Donc, il travaille en permanence sur l'amélioration continue de la performance de ses opérateurs et aussi l'orientation des processus internes vers les maximums de valeur ajoutée. oui. Et il travaille sur la compétence des opérateurs et sur la motivation et sur la motivation de ces opérateurs. Donc, pourquoi? Pour remonter au niveau de compétences de ces collaborateurs, pour optimiser les processus, pour ajouter des valeurs. Pourquoi? Pour notre client achète le maximum de produits, c'est-à-dire devient satisfait. Pourquoi? Donc, pour notre actionnaire devient satisfait. Donc, le boucle s'est fermé. Voilà, c'est comme ça. Oui, On va travailler. on est tout à fait d'accord, tout à fait Ouais. aligné sur Et la. merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous, Surtout. Moïse, pour la question. Merci C'était intéressant. Et c'est une ouverture aussi sur la question de Ancho, notamment, qui peut intéresser pas mal de personnes. Ouais. Donc, merci. Il y avait également une remarque, plus qu'une question peut-être, de Thierry tout à l'heure sur notamment les gaspillages. Est-ce que vous souhaitez la partager, Thierry, avec nous? On vous écoute, Thierry, si vous voulez. Je vois que vous avez vous avez désactivé activé plutôt votre micro. Ouais, on ne vous entend pas. C'est curieux parce que le micro est activé, mais... N'hésitez pas s'il y a d'autres questions en attendant. Peut-être que Thierry est en train de régler un problème de micro.
Apparemment, il n'arrive pas à prendre la parole. Dommage. Tu peux me relayer en tout cas la remarque Ouais, bah, du coup, là, il nous dit simplement qu'il n'arrive pas, en fait, a priori, à prendre la parole, mais il n'a pas reposé la question. La remarque, en fait, c'était effectivement, c'était en début de présentation quand on évoquait les gaspillages. Il parlait d'un nouveau gaspillage, la question des gaspillages énergétiques, et le fait que le moyen utilisé soit disproportionné par rapport aux besoins. Voilà. Intéressant, ouais, c'est juste. Alors, c'est vrai que. Alors, je sais qu'il y a pas une mode, parce que ça ne serait pas très gentil, mais une tendance à ajouter quelques gaspillages aux 7+1 originaux, on va dire ça comme ça. Souvent, on arrive quand même à relier. Alors, l'énergétique, il faudrait réfléchir, parce que c'est quand même un concept intéressant, parce que souvent, on arrive à le ramener à un des 7 principaux. Oui. Mais c'est vrai que, comment dire, la situation actuelle de la société fait que cette partie gaspillage énergétique, bah oui, c'est clairement une problématique majeure maintenant. Mais je me demande si on n'arrive pas à l'intégrer. Alors, c'est une bonne réflexion. Je ne pourrais pas répondre comme ça. Ça devrait faire l'objet d'un article. Tiens, ça va me faire une idée pour un futur article. Est-ce que Merci à Thierry, du coup, pour l'énergétique cette serait le 9e gaspillage? Merci pour la remarque. Ouais, c'est une bonne remarque. Je pense effectivement, Christophe, qu'on peut l'intégrer dans une catégorie déjà existante. Maintenant, pour une entreprise qui est vraiment concernée et préoccupée par ce type de gaspillage, ça peut permettre de vraiment faire le focus dessus. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, et puis là, ça se comprend tellement maintenant que on ne pourrait même pas comprendre l'inverse d'ailleurs. C'est clair, c'est clair. Alors, quelle heure est-il? Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres personnes souhaitent-elles intervenir? Donc, je rappelle, vous pouvez télécharger la présentation, vous pouvez le faire après. Je crois qu'on va vous envoyer un email, si je ne me trompe pas, avec le replay, l'accès au replay et puis ces liens pour pouvoir télécharger la présentation et la remise de 10%. Donc, pas de panique, vous allez recevoir ça dans votre boîte mail puisque vous êtes passé par le système d'inscription. C'est ça. C'est ça. Merci de le redire, Christophe, parce que du coup, je l'ai dit dans le film, mais je le redis pour que ce soit clair pour tout le monde, parce que j'ai oublié de le dire en préambule de la présentation. Le webinaire a été enregistré, donc on adressera évidemment à chacun des participants, même plus largement des inscrits ou des personnes qui ont pu nous quitter en cours de route, l'enregistrement intégral du webinaire, ainsi qu'effectivement les liens qu'a repartagé Christophe ici, de sorte que vous puissiez les conserver, ainsi et également que nos contacts, si vous souhaitez interagir avec nous, poser des questions au complément du webinaire, prolonger la discussion sur un autre terrain, parce qu'il y a beaucoup de choses effectivement intéressantes qui ont été dites, mais en une heure, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, donc ça peut appeler beaucoup de questions, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Mais voilà, en tout cas, vous aurez l'enregistrement du webinaire qui sera mis à votre disposition et qui permettra à tous du coup de le revisionner tranquillement. S'il n'y a pas d'autres questions, moi je propose de conclure. Envoyez des questions par email après. Oui, c'est ça, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Moi, je vais juste me permettre de faire un tout petit mot de conclusion pour vous renouveler mes remerciements, pour avoir participé effectivement à ce webinaire, pour vous dire 2 mots aussi de Lean en ligne. Très rapidement, donc je l'ai dit, on est un organisme de formation, on est certifié Calliope depuis peu de temps, on est spécialisé en excellence opérationnelle, on fait des formations essentiellement en Lean Six Sigma aujourd'hui sur 3 dimensions, le White Belt pour sensibiliser, je dirais, largement à l'amélioration continue et aux démarches de progrès, le Yellow Belt qu'on est en train de développer et une formation Green Belt plus spécifiquement orientée vers les chefs de projet. Pour les particuliers, nos formations sont finançables via le CPF, celles qui visent en tout cas à une certification. On travaille avec l'ISSC notamment en ce sens, donc ne pas hésiter si vous avez des questions par rapport à ça. Et on a vraiment, je dirais, à cœur de proposer des formations accessibles en termes de prix, donc au-delà de la capacité à les financer, pour regarder notre politique tarifaire, mais notre volonté, c'est vraiment d'élargir la connaissance du Lean au plus grand nombre, donc de proposer des prix qui soient inclusifs. Et aussi dans cette logique, et c'est exactement le sens du webinaire qu'on a organisé aujourd'hui, dans cette logique de partager les connaissances, c'est une des valeurs cardinales quand même du Lean. On a un blog sur lequel on publie régulièrement, qu'on vous invite à aller regarder si vous le souhaitez, et dont on vous adressera le lien au travers le mail de remerciement qui sera fait à l'issue de ce webinaire. On est aussi très actif du moins sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas à nous suivre,
repartager les articles si vous avez apprécié ce webinaire. Ça nous donnera la force dont on a besoin pour, je dirais, contribuer à la diffusion la plus large possible de notre marque. Donc voilà, merci à tous et à toutes. Et on aura peut-être l'occasion de réorganiser soit un webinaire sur cette même thématique, soit pourquoi pas un webinaire sur une thématique complémentaire avec Christophe. Donc là aussi, dans les retours, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des sujets que vous aimeriez voir couverts et on serait ravis éventuellement, pourquoi pas, de réorganiser un webinaire sur une des thématiques qui pourrait se dégager. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'en rester là. Merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci et merci Christophe. C'est un plaisir pour nous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.